bien. Merci de suivre cette table ronde sur la recherche d'emploi. Je m'appelle Marie-Claire Villeval, je suis directrice de recherche au CNRS, au laboratoire GATT, le groupe d'analyse et de théorie économique qui est à Lyon. Et je suis également vice-présidente du comité scientifique des journées de l'économie. Donc j'ai été chargée d'animer, de modérer cette session, j'y interviendrai également. L'amélioration de la situation du marché du travail a permis de réduire le taux de chômage depuis la mi-2015, puisqu'on avait un taux de chômage de 10,2 au deuxième trimestre 2015. Ce taux est passé à 9,2 au deuxième trimestre 2017. On pense que l'embellie va se prolonger. Ceci étant, le chômage reste un phénomène très massif puisqu'il concerne encore 2,7 millions de personnes en France aujourd'hui. Les journées d'économie ont régulièrement organisé des sessions sur la question du chômage, mais très fréquemment, il s'agissait de prendre le point de vue des politiques publiques d'emploi ou des dysfonctionnements structurels sur le marché du travail. Curieusement, on ne s'intéressait pas tellement finalement au point de vue du demandeur d'emploi. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu choisi de renverser la perspective pour cette session aujourd'hui, partir des démarches des chercheurs d'emploi pour essayer de comprendre la dynamique du chômage. Donc les questions qu'on veut se poser, c'est les suivantes. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un chômeur? Qu'est-ce qui détermine sa recherche d'emploi? Est-ce que l'intensité de l'effort de recherche dépend de l'état du marché du travail? Est-ce que l'intensité de la recherche dépend de la générosité du système de protection sociale? Est-ce qu'il faut augmenter les sanctions? Est-ce qu'il faut au contraire plutôt développer des aides personnalisées plus individualisées? Comment les perceptions même des chômeurs sur leur chance de retrouver un emploi influencent l'intensité de la recherche d'emploi et ses modalités? Est-ce que le salaire reste la cause principale d'acceptation ou de refus d'une offre d'emploi? Bref, beaucoup de questions qui sont évidemment toutes complexes, et pour y répondre, il est indispensable de multiplier les points de vue et les perspectives. Alors c'est ce qui a guidé la composition de ce panel, puisqu'on y trouve des représentants du monde de la recherche, des concepteurs des politiques publiques, de l'entreprise et des demandeurs d'emploi. Donc je vais vous présenter très brièvement chacun des intervenants en suivant leur ordre de prise de parole. Donc je donnerai d'abord la parole à André Zilberberg, qui est directeur de recherche émérite au CNRS. Il est membre du Centre d'économie de la Sorbonne et de l'École d'économie de Paris, et il a publié de très nombreux articles et ouvrages sur le marché du travail. Ensuite, je prendrai la parole et je la redonnerai très rapidement à Odile Müller, qui est responsable du département aide à la décision, à la direction des études et des analyses de l'UNEDIC. Et son domaine de spécialité, plus précisément, est l'étude des transitions sur le marché du travail, des demandeurs d'emploi. Ensuite, c'est Valérie Leydé qui prendra la parole, qui donnera son point de vue, son expérience de vice-présidente des ressources humaines et de la communication chez Mérieux NutriScience. Elle a été également auparavant DRH de Brave France et vice-présidente ressources humaines de BioMérieux. Et puis enfin, on terminera par Hélène Casalis, qui est déléguée générale adjointe de Solidarité Nouvelle face au chômage. C'est une association qui accompagne les personnes à la recherche de l'emploi dans toute la France, et elle nous expliquera un peu comment fonctionne cette association. Voilà, on va essayer de ne pas être trop long les uns et les autres, de façon à pouvoir vous laisser le temps de nous poser des questions, de nous interroger, de nous titiller, de nous provoquer, et puis on essaiera de répondre à vos questions. Voilà. Donc sans tarder, je vais passer la parole à André Zilberberg. Je vais lui poser une question peut-être pour lancer la discussion. C'est finalement à quoi ça sert de s'intéresser à l'accompagnement des démarches de recherche d'emploi si l'essentiel du problème c'est le déficit d'emploi disponible? Oui, merci Marie-Claire pour cette introduction et pour cette question qui n'est pas facile, donc je ne vais évidemment pas y répondre tout de suite.
mais je vais indirectement. J'avais l'intention de commencer par quelques chiffres pour essayer de situer le débat. D'habitude, on pense au chômage en termes de stock. On dit voilà, il y a tant de millions de gens qui sont au chômage. C'est évidemment une vue importante du problème. Mais si on en reste là, on ne voit pas qu'en fait, le marché du travail et les entrées et les sorties du chômage sont en fait beaucoup plus importantes en termes de flux, c'est-à-dire de nombre d'emplois qui sont créés ou détruits tous les jours, de nombre de chômeurs qui entrent et qui sortent tous les jours de Pôle emploi, du nombre d'emplois vacants qui sont à la fois postés et en même temps pourvus à un moment donné. Juste quelques chiffres. Le nombre d'emplois détruits tous les jours en France, c'est environ 10 000 par jour. Par jour. Par jour. Alors, quand vous entendez parler d'un plan social qui a fait 300 emplois, c'est évidemment pas quelque chose d'agréable, c'est même évidemment tragique pour ceux qui le vivent, mais c'est pas non plus un événement exceptionnel. C'est même un petit événement au regard du nombre massif d'emplois qui sont détruits tous les jours. Mais en même temps, comme dirait quelqu'un qui peut le dire, vous avez 10 000 emplois, à peu près, qui sont créés tous les jours. Et ceux-là, en général, on n'en parle pas beaucoup, très peu. De même, les entrées et sorties du chômage, Pôle emploi a des statistiques assez intéressantes sur les flux trimestriels d'entrées et de sorties, plus exactement du nombre d'emplois vacants qui sont postés, des offres collectées et des entrées. Tous les trimestres, il y a environ plus de 800 000 emplois vacants qui sont postés sur le site de Pôle emploi. Et tous les trimestres, il y a environ 1 500 000 demandeurs d'emploi qui s'inscrivent à Pôle emploi. Et en même temps, il y en a énormément qui sortent, évidemment. Donc on a le marché du travail, c'est avant tout, je dirais, un phénomène de flux, des énormes flux à gérer. Donc le problème, c'est pas tellement des problèmes de pénurie d'emplois. Bon, évidemment, si on peut créer beaucoup d'emplois, c'est un bien, mais c'est une évidence. Mais c'est pas tellement des problèmes de pénurie d'emplois que doivent gérer les choses pour l'emploi, l'INETIC, tous ceux qui s'intéressent à l'accompagnement des chômeurs, mais ce sont, comme on dit dans notre jargon, des problèmes d'appariement. Comment faire en sorte que les gens qui cherchent un emploi trouvent un emploi avec les emplois vacants que l'on connaît. Donc c'est ces problèmes-là qui sont fondamentaux, plus, à mon avis, que les problèmes de pénurie d'emploi, de déficit d'emploi, dont on entend parler de manière exagérée, je crois, par rapport à l'importance des flux que je viens de signaler. Deuxième idée que je voudrais mettre en avant, c'est on parle souvent du chômage ou des chômeurs comme une maladie. C'est pas une maladie. Non seulement c'est pas une maladie, mais c'est quelque chose d'utile, de collectivement utile. Ça va sembler bizarre d'être un chômeur, parce que un chômeur, par définition, c'est quelqu'un qui vient d'un emploi et qui doit aller vers un autre. Et logiquement, il doit aller, comme on dit encore une fois dans notre jargon, d'un emploi obsolète ou à faible valeur ajoutée vers un emploi moderne et qui a plus de valeur ajoutée que celui qui vient de quitter. Donc c'est quelque chose qui devrait être considéré comme normal. Hein. Et si ce cheminement n'est pas vécu de manière normale, c'est que l'accompagnement, la gestion de l'accompagnement des chercheurs d'emploi comporte des inefficacités dont on va parler, je pense, tous aujourd'hui, et c'est là-dessus que je voudrais intervenir principalement. Moi, je vais faire quelque chose de très classique, je ne vais pas me mettre spécialement dans la tête des demandeurs d'emploi, comme c'est le titre de la session, sont plutôt, je crois, ceux qui vont me succéder, qui vont parler de ces choses-là. Moi, je vais parler de choses très classiques, c'est-à-dire des paramètres habituels des systèmes d'indemnisation du chômage, c'est-à-dire le montant de l'indemnisation. Est-ce que le montant de l'indemnisation a une importance sur la durée du chômage? Est-ce que la durée d'indemnisation également a une importance sur le temps qu'on va passer au chômage? Est-ce que le fait de contrôler, de sanctionner les chômeurs, est-ce que ça a de l'importance ou pas? Donc, vous avez tous compris, je vais jouer le rôle du méchant donc, dans cette assemblée. Et comme quelqu'un me l'a fait remarquer, c'est normal parce que je suis le seul homme à cette tribune. Alors, pour dire comment, déjà, parce qu'on est aussi à des journées de pédagogie pour des gens qui ne sont pas des économistes dans la salle,
je voudrais dire quand même un mot de la manière dont travaillent les économistes pour essayer d'avoir une idée, pour évaluer, comme on dit, l'impact des politiques publiques dont je viens de parler. Chose qui n'est pas forcément très connue, mais disons, dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques, et en particulier dans le domaine de l'accompagnement des chômeurs, on travaille un peu comme des médecins, des biologistes. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est quelque chose d'assez simple. C'est, par exemple, on veut apprécier les effets d'une augmentation de l'indemnisation des chômeurs, des indemnités, pardon, une hausse des allocations versées aux chômeurs. Et on va constituer un groupe de chômeurs qui va avoir droit à cette augmentation, et on va comparer le devenir de ce groupe-là avec un groupe de chômeurs le plus semblable possible. Techniquement, c'est pas toujours simple, mais l'idée, le principe est simple, le plus semblable possible, qui lui n'aura pas eu cette augmentation des allocations chômage, et on va voir s'il y a une différence dans les comportements. En France, c'est ce que font les médecins quand ils veulent apprécier l'efficacité d'une nouvelle molécule, d'un nouveau vaccin. On a un groupe test à qui on administre le vaccin, et un groupe témoin à qui on ne l'administre pas. Voilà. Et donc le principe est simple. On peut réaliser ça de manière relativement simple. Ça a été fait dans de nombreux pays, États-Unis, le nord de l'Europe, et la France, évidemment, le Royaume-Uni, le Portugal, etc., etc. Et au bout du compte, soit on a des résultats qui, à travers cette méthode de groupe témoin, nous donne des résultats plus ou moins convergents, ou alors on n'a pas de résultats convergents. Dans ces domaines-là, je dirais qu'on a des résultats plutôt convergents. Bon, c'est là-dessus, je ne sais pas, encore 5 minutes, ça peut aller. Plus ou moins convergents, et c'est là-dessus que je voudrais peut-être terminer, ou continuer en tous les cas. Premier sujet que j'ai évoqué, la hausse du montant des indemnisations. La hausse des allocations, il y a un relatif consensus sur les études. Ça a un effet sur la durée du chômage. Si vous augmentez les allocations de chômage, en moyenne, bien sûr, c'est des effets moyens, il y aura toujours des cas différents, en moyenne, vous allez augmenter la durée que vont passer les gens au chômage. Les chiffres sont variables, évidemment, selon les études, mais disons qu'on a des effets qui peuvent aller de significatifs à plus ou moins importants. Du point de vue de la hausse de la durée d'indemnisation, là aussi, on a des études qui nous mènent vers un consensus qui est, en gros, si vous augmentez la durée d'indemnisation, oui, vous allez également augmenter la durée moyenne du chômage dans des fourchettes qui varient également, mais qui sont également significatives. Pour donner un ordre d'idée, il y a une étude récente sur la France qui a été faite sur ces sujets-là, qui disait si on augmente la durée d'indemnisation de 1 semaine, en gros, vous allez augmenter la durée du chômage d'environ une fourchette comprise en 2-3 jours. Bon, c'est pas 1 pour 1, mais c'est pas non plus négligeable. Voilà. Bon, après, on pourrait rentrer un tout petit peu dans les détails. Ça a été fait surtout aux États-Unis, des études américaines qui ont montré que ce genre de résultat n'est peut-être pas vrai à tous les moments du cycle. Cycle, ça veut dire, vous avez dans l'économie des périodes où ça va bien et des périodes où ça ne va pas bien. Dans les périodes où, donc, on a fait des estimations différentes, et les périodes où ça ne va pas bien, les études montrent que la sensibilité de la durée du chômage aux indemnisations est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter les allocations chômage, ça ne va pas jouer beaucoup sur la durée du chômage, ce qui donne une idée du type de politique économique qui peut s'avérer efficace. Comme on dit, il faut des politiques, dans notre jargon, contracycliques. C'est-à-dire, quand ça va mal, on peut augmenter les allocations chômage, ça n'aura pas beaucoup d'influence sur la durée du chômage. Bon, ça, c'est des idées quand même que je crois relativement intéressantes. Une autre idée qui est apparue, qui est peut-être un peu contre-intuitive, on a aussi essayé de se dire, bon, d'accord, on augmente la durée d'indemnisation, on augmente l'allocation chômage,
Mais est-ce qu'après tout, bon, les gens vont rester plus longtemps au chômage, mais peut-être ça va leur permettre de trouver des emplois mieux adaptés, des meilleurs emplois. Cette idée n'est pas vraiment vérifiée dans les études qu'on connaît, sauf, peut-être je serai contredit par la suite, sauf aux États-Unis, curieusement. Ça semble être vrai aux États-Unis, effectivement, si on augmente la durée d'indemnisation ou la hausse des allocations, on peut espérer que les chômeurs retrouvent des emplois plus adaptés, mieux assortis à leurs désirs. Il y a une étude récente sur la France qui montre que ce n'est pas vrai. Enfin, je ne trouve pas cet effet-là, il n'apparaît pas. Donc, ça. Il semble que l'idée d'améliorer la qualité des emplois par une durée plus longue au chômage n'a pas l'air avérée. Voilà. Peut-être un dernier mot, mais on pourra en revenir, sur les sanctions. Alors là aussi, c'est quelque chose de très... peut-être un des sujets les plus controversés. Faut-il sanctionner les chômeurs? Bon, il y a eu beaucoup d'études aussi. Sanctionner les chômeurs s'ils ne satisfont pas aux devoirs qu'ils sont censés satisfaire dans leur recherche d'emploi, évidemment. C'est un sujet relativement controversé, mais il y avait aussi beaucoup d'études là-dessus. Pour essayer de les synthétiser en un mot, on y reviendra éventuellement, l'idée est que... Alors, tous les pays ont des systèmes de sanctions, de contrôle, hein, les pays du Nord, la France, etc. En gros, ça marche si les sanctions... Ça semble assez intuitif, mais encore faut-il l'appliquer. Les systèmes de sanctions et de contrôle des chômeurs semblent être efficaces, ça accélère le retour vers l'emploi, si on a un système crédible. Crédible, ça veut dire que on se dit qu'effectivement, on me dit que je vais être sanctionné, je vais être effectivement sanctionné. Alors, pour juste parler de la France a un système globalement relativement généreux. Alors, quand on dit généreux, c'est jamais dans l'absolu, hein, c'est comparé aux autres pays, bien sûr. Comparé aux autres pays. Ça veut dire qu'on ne fait jamais assez. Comparé aux autres pays, on a un système d'indemnisation du chômage qui est relativement généreux, où le système de sanctions et de contrôle sur le papier est relativement sévère. En fait. L'offre raisonnable, ce qu'on appelle l'offre raisonnable d'emploi, qu'un demandeur d'emploi est censé accepter si on lui propose, c'est une définition relativement précise, contraignante, mais en pratique, on s'aperçoit qu'il y a très peu de sanctions. Ce qui veut dire qu'on a un système qui a l'air intéressant sur le papier, mais qui n'est pas crédible, parce qu'on n'applique pas, semble-t-il, la plupart des sanctions qui sont prévues. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc moi, je vais prendre la suite en illustrant une autre façon de traiter de la recherche d'emploi, en particulier en m'appuyant sur des démarches d'économie comportementale. Donc je pense que les slides sont là. Voilà. L'idée, c'est que pour mieux comprendre, pour mieux expliquer les crises sur le marché du travail, il peut être intéressant de regarder des dimensions psychologiques ou cognitives qui sont mises en œuvre lors de la recherche d'emploi. Et en particulier, ça veut dire un besoin de repenser comment on définit les préférences des individus, comment se forment leurs croyances sur leur probabilité de retrouver un emploi, et puis sur la façon dont les décisions sont prises. Et si on prend en compte ces trois dimensions-là, on peut peut-être essayer de mieux analyser pourquoi certains vont chercher trop longtemps un emploi avant d'en accepter un, et pourquoi d'autres, au contraire, vont accepter trop vite un emploi alors qu'ils auraient pu trouver une meilleure opportunité sur le marché un peu plus tard. Alors, pour vous illustrer un petit peu les biais comportementaux qu'on établit en matière de recherche d'emploi, et qui expliquent que cette recherche d'emploi est souvent sous-optimale, eh bien, on met souvent en avant le problème de l'aversion à la perte. Alors, c'est un mot un petit peu barbare, je vais essayer de le rendre un peu plus compréhensible. Dans nos décisions, on a toujours des points de référence. Quelle que soit notre décision, notre situation, on évalue une nouvelle situation par rapport à un point de référence. Quand on dépasse ce point de référence, on est content. Hein, si on vous propose un emploi avec un salaire plus élevé que ce que vous espériez, ça vous crée une certaine satisfaction. En revanche, si on vous offre un emploi avec un salaire inférieur à votre point de référence, dans ce cas, ça vous crée beaucoup de désutilité. Ça vous rend très malheureux. Et cette aversion à la perte va capter la surpondération de la désutilité qui est associée au fait d'avoir une offre qui est inférieure à ce point de référence.
Alors, ça va expliquer par exemple que l'intensité de la recherche d'emploi, elle dépend beaucoup du moment d'entrée au chômage et du moment où on se situe par rapport à l'évolution des indemnités chômage. On sait que l'intensité de la recherche d'emploi, elle est très forte quand on vient de perdre son boulot. Et puis après, elle se calme un petit peu et elle repart très fort avant la fin, enfin juste avant un plafond de baisse, un palier de baisse des allocations chômage. Ça peut s'expliquer justement avec cette aversion à la perte. Le point de référence, quand on rentre au chômage, c'est en général le salaire de son précédent emploi. Donc si on reçoit des offres qui ne sont pas très intéressantes, on les vit vraiment comme une perte très importante. Après, on s'habitue à son nouveau niveau de consommation. Et puis quand on anticipe que dans un mois, 2 mois, on va atteindre un nouveau palier, que les indemnités vont baisser, on se met à rechercher à nouveau très fort, parce qu'on anticipe la baisse des ressources, la perte par rapport au nouveau point de référence que constitue l'allocation chômage. Donc par cette aversion à la perte, on peut expliquer pourquoi l'intensité de recherche va fluctuer avec la durée du chômage et le rythme de transformation de ce point de référence, qui est difficile à évaluer. Hein, qu'est-ce qui détermine ce point de référence? Comment on en change? On sait qu'en général, on estime que c'est de l'ordre de 8 à 9 mois pour changer son point de référence. Le deuxième type de biais comportemental, c'est notre façon de traiter les informations. On fait du tri dans les informations qu'on reçoit. On a du mal à remettre en question les informations qu'on a reçues jusqu'à présent. Et on se limite souvent à des informations immédiatement disponibles. Et ça limite notre exploration en général. C'est vrai pour les demandeurs d'emploi, c'est vrai pour nous tous. Hein. Mais on a ce biais-là et qui est évidemment beaucoup plus pénalisant quand on est à la recherche de l'emploi. Et puis un troisième type de biais qu'on a identifié, c'est l'impatience et la préférence pour le présent. Là aussi, ça nous arrive tous d'être procrastinateurs, hein, d'avoir tendance à repousser dans le futur les actions qui sont coûteuses à court terme et dont les bénéfices sont visibles beaucoup plus tard. En matière de recherche d'emploi, on va rencontrer le même type de phénomène. Il y a tout un tas de démarches très pénibles à faire qui vous remettent en question, qui sont lourdes administrativement. On va avoir tendance à les repousser. On le fera demain, puis après on le fera après-demain. Puis voilà, on repousse dans l'avenir toujours. Et cette impatience, cette préférence pour le présent, ça a aussi un effet négatif sur l'efficacité de la recherche d'emploi. Alors, un deuxième ensemble de résultats des recherches comportementales sur la recherche d'emploi, c'est la question des perspectives. Comment est-ce qu'on perçoit la probabilité de retrouver un emploi en restant dans le même secteur d'activité, par exemple? Alors, en général, on a tendance à sous-estimer la probabilité des mauvais événements et on a tendance à surestimer la probabilité des bons. Alors, si vous appliquez ça en matière de recherche d'emploi, ça veut dire que, de la même manière, on a tendance à sous-estimer le risque de ne pas retrouver un job. Donc ça peut amener à repousser le moment de la recherche. Ensuite, on sait qu'on a du mal à réviser nos croyances. C'est-à-dire qu'on a une estimation de la situation et on a beaucoup de mal à transformer, à actualiser cette perception de l'état du monde. Même si on a des nouvelles informations qui arrivent, même si vous recevez très peu d'offres d'emploi, par exemple, ça doit vous dire quelque chose, ça, normalement, les gens en général ont du mal à réactualiser leur probabilité de retrouver un emploi. Alors après, il y a des tendances qui consistent à projeter les préférences actuelles pour nos choix futurs, pour nos choix impliquant le futur. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que dans 4 ans, 5 ans, on aura les mêmes préférences qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut vouloir continuer à travailler dans le même secteur, faire le même emploi que ce qu'on a fait depuis des années. Et on peut penser qu'aujourd'hui, que dans 5 ans, on aura toujours envie de faire le même travail. Et donc, on va avoir tendance à refuser des reconversions parce qu'on pense que dans 5 ans, on aura toujours envie de faire la même activité, ce qui n'est pas forcément vrai. Ça, c'est le problème d'appréciation des probabilités sur les chances d'avoir des offres d'emploi. Il y a un deuxième ensemble de perspectives difficiles à évaluer, c'est le niveau de confiance. Souvent, on a un niveau de confiance qui n'est pas adapté à la situation. Alors, ça peut être par exemple de la surconfiance.
On a tendance à, vous savez, à se penser meilleur conducteur que la moyenne, meilleur, plus beau que la moyenne, plus intelligent, etc. On a tendance à être surconfiant en nous. Ça veut dire qu'on va avoir tendance à faire ce qu'on appelle de l'ignorance stratégique. Les informations qu'on reçoit et qui nous remettent en question, on a tendance à ne pas vouloir trop les écouter. Et puis on peut faire aussi de la mémoire sélective, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à oublier les événements passés qui ne nous arrangent pas. Alors on fait ça pourquoi? Les humains font ça parce que ça leur fait plaisir, d'une part. Deuxièmement, c'est un rôle de motivation. C'est évident qu'on est plus motivé quand on pense qu'on mérite d'avoir une meilleure situation que la situation actuelle. Et puis aussi, c'est un effet de signalement. Je pense qu'on est, enfin peut-être vous pourrez nous le dire, on convainc plus facilement un recruteur si on arrive à montrer que nous-mêmes on est convaincus de notre valeur et de nos compétences. Alors ça a un effet ambigu, cette surconfiance, c'est que bien sûr ça nous motive, donc ça peut rendre la recherche d'emploi beaucoup plus efficace, mais en même temps le risque c'est d'avoir un comportement d'épargne et un comportement d'assurance insuffisant. Et ça, il y a des études qui ont montré ça effectivement, les personnes surconfiantes vont avoir tendance à sous-épargner parce qu'elles sont persuadées qu'elles vont retrouver très très vite un emploi. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Inversement, on peut basculer d'une situation de surconfiance à une situation de sous-confiance. Le fait de recevoir peu d'offres d'emploi ou de candidater et d'être systématiquement refusé peut vous amener à être totalement découragé et du coup penser que c'est même pas la peine de commencer des actions de formation parce que ça ne va pas pouvoir vous aider. Donc on peut arriver à l'inverse à des situations de sous-confiance. Dernier élément, c'est l'incertitude sur le rendement de l'effort de recherche. Nous, on a des modèles où on suppose que les gens sont capables de peser l'avantage et l'inconvénient d'un effort supplémentaire de recherche, mais dans la réalité, c'est pas aussi simple à évaluer. Et en particulier, les psychologues ont mis en avant la notion de locus de contrôle, qui est soit interne, soit externe. Qu'est-ce que ça veut dire? Les personnes qui ont un locus de contrôle interne sont des personnes qui pensent que ce qui leur arrive, souvent, c'est quand même en grande partie lié à leurs actions. Et c'est donc, sur le marché du travail, ça va être des personnes qui vont penser qu'il y a un lien entre l'effort de recherche d'emploi, l'intensité de la recherche, la diversité de la recherche et la probabilité de retrouver cet emploi. Puis à l'opposé, vous avez des personnes qui ont plutôt un locus de contrôle externe, qui ont plus tendance à penser que ce qui leur arrive, c'est quand même la faute des autres et la faute n'a pas de chance, et qui vont faire un lien beaucoup plus lâche entre l'intensité de l'effort de recherche et le résultat. Donc l'accompagnement ne va pas être le même pour ces deux types de personnes. Ça ne va pas demander le même type d'aide. Alors, quel type d'intervention on peut faire à partir de ces analyses comportementales? D'abord, les prendre en compte, mieux les connaître, ça permet d'expliquer pourquoi certaines mesures ne donnent pas les effets escomptés. En particulier, par exemple, le fait de minimiser le risque de chômage de longue durée, ça va réduire l'impact des mesures qui placent les incitations dans le futur un peu lointain. Si toutes les incitations sont mises uniquement au moment de la reprise d'un nouvel emploi, les personnes qui vont avoir tendance à minorer leur risque de chômage de longue durée vont être relativement peu touchées directement par ces incitations-là. Donc on ne va pas toujours toucher la cible que l'on souhaite. Quelles suggestions ça peut amener pour l'accompagnement? Tout d'abord, ça peut pousser à former les conseillers de Pôle emploi de façon à identifier de façon plus précise les profils comportementaux des demandeurs d'emploi pour mieux les accompagner. Donc leur degré de confiance, leur perception sur les probabilités de retrouver un emploi dans leur secteur, dans leur métier. Ça peut être aussi des aides à la formation de perspectives plus réalistes, donc donner des informations précises sur l'évolution du marché du travail dans les différents métiers, les secteurs. Ça peut être également introduire des incitations multiples de court terme. Je l'ai dit tout à l'heure, les gens ont du mal à envisager le long terme, donc il faut mettre des incitations dans le court terme. Alors ces incitations, ça peut être des incitations liées à un nombre d'entretiens obtenus dans la semaine qui suit, par exemple. Donc des objectifs de très court terme, mais qui peuvent aider la personne à s'accrocher à sa recherche d'emploi et être plus efficace. Et puis enfin, on peut également penser à des accompagnements actifs pour effectuer d'emblée les démarches pénibles, aider les gens à se débarrasser le plus vite possible des corvées, sachant qu'ils ont tendance à procrastiner et à repousser dans le futur. On peut évidemment
s'appuyer sur ce type de recherche pour penser à des réformes des systèmes d'assurance sociale. Je vais en évoquer juste une, c'est un exemple qui a été suivi en Hongrie. La Hongrie a fait une réforme de son système d'allocation en 2005, gardant le même montant d'indemnisation, mais en introduisant une indemnité beaucoup plus forte qu'auparavant pendant les 3 premiers mois d'entrée au chômage, et en ajoutant 2 paliers de réduction des indemnisations. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté au départ sur la version à la perte, vous pouvez anticiper le résultat de cette réforme. En fait, l'intensité de recherche d'emploi a été très forte au début de l'entrée au chômage et a été à nouveau très forte avant chaque palier. Comme on a mis davantage de paliers, en fait, les gens sont sortis plutôt du chômage. Voilà. Donc simplement en changeant les points de référence, en mettant des points de référence plus réguliers, on peut arriver à changer la dynamique de recherche d'emploi. Alors bien sûr, il y a un tas d'autres mesures, en particulier les nudges, dont vous avez peut-être entendu parler récemment, parce que c'est en partie pour cette raison que le Richard Thaler a eu le prix Nobel d'économie cette année. Donc c'est des petits dispositifs qui ne coûtent pas grand-chose, qui n'ont pas beaucoup de risques, qui ne sont peut-être pas très efficaces dans le long terme, mais on peut peut-être quand même les utiliser. Alors c'est par exemple les offres de choix par défaut, c'est-à-dire que d'emblée on peut vous inscrire à une formation, vous pouvez évidemment refuser d'y aller, mais vous allez décocher la case pour ne pas y aller. Mais par défaut, vous êtes plutôt volontaire pour suivre cette formation. On peut essayer de développer les offres d'emploi, c'est-à-dire qu'on vous demande de rentrer des mots-clés sur les métiers que vous voudriez faire, et d'emblée le système informatique va repérer, le moteur de recherche va repérer toutes les demandes des entreprises qui ont rapport avec ce mot-clé, et auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Donc ça élargit votre domaine des possibles. Ça peut être simplifier les informations également, faire des pré-engagements publics, ça on sait qu'on n'aime pas perdre la face aux autres, donc avoir des groupes d'aide collectifs où collectivement on s'engage face aux autres à faire tant de recherche d'emploi, essayer d'obtenir tant d'entretiens, ça peut aussi soutenir les personnes. Et puis à l'utilisation des SMS, les SMS, vous savez, pour les médecins, pour vous rappeler vos rendez-vous, il y a pareil, il y a des problèmes de rendez-vous avec les conseillers de Pôle emploi, envoyer des SMS aux gens pour qu'ils n'oublient pas leur rendez-vous. Voilà, c'est des petites choses très simples et qui peuvent fonctionner. Je ne veux pas être trop long, donc je vais juste vous donner un dernier exemple. C'est un programme d'encouragement, c'est un nudge, c'est un programme d'encouragement qui a été utilisé aux États-Unis. Dans un des États, ils se rendaient compte que les chômeurs ne voulaient pas rentrer dans un programme d'aide avec la formation. Et donc ils se sont rendus compte qu'il y avait 3 barrières finalement à ça. Premièrement, les gens étaient découragés et n'avaient pas envie de faire des tâches désagréables. Deuxièmement, il y avait de l'inattention, pas fait attention à la proposition de suivre ces formations-là. Et troisièmement, de la compréhension du message qui était envoyé. Et donc, la mesure qui a été prise, c'est simplement d'envoyer 7 messages électroniques aux chômeurs concernés, après le courrier initial, en utilisant un ton positif, un ton encourageant, en leur donnant des instructions très très brèves, très simples, sur l'intérêt sur comment s'inscrire, en leur envoyant des messages de rappel, pour éviter l'inattention, l'oubli, et puis en les invitant à programmer un entretien, de façon à éviter que les gens repoussent toujours à plus tard la corvée. Le résultat, simplement, de l'envoi de ces 7 messages, ça a été une augmentation de plus de 16% du taux d'entrée dans le programme, et ça a été une augmentation de 14% du taux de réussite à la sortie du programme. Donc voilà, ça peut être des mesures très simples comme ça, qui peuvent déjà changer la qualité de la recherche d'emploi et la qualité de l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans leur démarche. Voilà. Je ne veux pas être plus long, donc je vais tout de suite passer la parole à la troisième intervenante, donc Odile Muller de l'UNEDIC, et j'aimerais lui poser la question, est-ce que ces dimensions diverses, ces dimensions comportementales, sont prises en compte d'une manière ou d'une autre dans la conception des politiques publiques ou dans l'évaluation des politiques publiques? Oui. Donc par rapport aux interventions précédentes, je vais essayer de vous donner plus d'exemples concrets parce que je me suis dit en écoutant qu'on parle des demandeurs d'emploi, mais il faut quand même
même se rappeler que les demandeurs d'emploi, enfin c'est un peu difficile de parler des demandeurs d'emploi en général, il faut quand même se rappeler que ça recouvre plein de situations différentes. Les demandeurs d'emploi en général, parmi les demandeurs d'emploi indemnisables par l'assurance chômage, il y a des licenciés économiques, il y a des intermittents, il y a des créateurs d'entreprises, il y a des jeunes, il y a des plus âgés, il y a des cadres, il y a des personnes qui n'ont pas fait d'études. Donc j'ai essayé de me centrer sur des exemples et donc comme l'a rappelé Marie-Claire, je me suis intéressée à une question en particulier, donc c'est celle des... Ça s'affiche derrière. Donc, les dimensions comportementales sont-elles prises en compte lors de l'élaboration des politiques d'indemnisation? Pourquoi cette question? Donc, parce que je représente l'UNEDIC. Donc l'UNEDIC, c'est le gestionnaire de l'assurance chômage, qui a plusieurs missions, dont deux qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. C'est celle de conseiller les partenaires sociaux dans la détermination des règles d'indemnisation et celle d'évaluation des dispositifs mis en place lors des négociations d'assurance chômage. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'intéresse aux dimensions comportementales. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on entend par dimension comportementale déjà? Donc, ici, on considère comme une dimension comportementale la reprise d'emploi, puisque ça relève d'un choix, effectivement, du demandeur d'emploi. Le moment de l'inscription, parce que finalement, on a en tête peut-être le schéma classique d'une personne qui perd un CDI et qui s'inscrit au chômage, mais pour des personnes qui ont des contrats très courts de quelques jours, à quoi ça correspond finalement la fin d'un contrat. Le moment d'inscription peut être déterminé par le demandeur d'emploi. Une autre dimension comportementale, ça va être le choix de l'allocataire entre plusieurs options, puisque ça on connaît peut-être moins aussi, dans les règles d'assurance chômage, on a de plus en plus de situations où on donne le choix aux demandeurs d'emploi. Et finalement aussi le recours au droit, le fait de s'inscrire ou non à Pôle emploi. Et qu'est-ce qu'on entend par élaboration des politiques d'indemnisation? Donc, il y a bien sûr la détermination des règles, donc là je l'ai rappelé, c'est par les partenaires sociaux, organisations syndicales ou patronales. Et c'est aussi le chiffrage de l'impact financier d'un changement de règles. Donc ça c'est fait par l'UNEDIC, donc la direction études et analyse. Et donc je vais m'attarder un petit peu sur ce point-là, parce que c'est celui que je connais le mieux. Donc qu'est-ce qu'on entend par chiffrage d'un impact financier d'un changement de règles? Dans cet exercice, notre objectif, c'est de chiffrer au mieux l'impact d'un changement de règles. Donc, dès qu'on peut détecter un effet de comportement, effectivement, on va essayer de le prendre en compte de façon à être le plus proche de ce qui va se réaliser au moment d'un changement de règles d'indemnisation. Donc, comment on travaille? On a pour chaque demandeur d'emploi un parcours d'emploi, un seul contrat ou une succession de contrats de travail. Et on va simuler une nouvelle règle d'indemnisation pour chaque demandeur d'emploi qu'on va comparer aux règles actuelles d'indemnisation. Donc, c'est ce qu'on appelle un modèle statique, c'est-à-dire qu'on se base sur des contrats observés dans le passé. Et finalement, si les règles qu'on simule peuvent avoir un impact sur la reprise d'emploi, par exemple une règle plutôt incitative à la reprise d'emploi, on risque de surestimer le coût qu'on cherche à déterminer. Au contraire, si la règle n'est pas vraiment incitative à la reprise d'emploi ou si les allocataires ont la possibilité de s'adapter aux règles, on va sous-estimer le coût. Ou encore, dernière situation, lorsque le choix est donné à l'allocataire et que ça n'a jamais été fait dans le passé, on peut difficilement estimer le coût. Donc voilà pourquoi c'est une des raisons vraiment pour laquelle on va s'intéresser à ce sujet-là, c'est pour simplement chiffrer au mieux l'impact d'une nouvelle règle. Non, ça c'était ce que je viens de dire, j'ai du mal. Alors ça, voilà, c'est ça, on y est. Donc avant encore de parler de dimension comportementale et de vous donner des exemples, je me suis dit qu'on ne peut pas vraiment parler de choix par rapport aux règles si finalement les demandeurs d'emploi ne connaissent pas ces règles, qui sont en plus jugées en général plutôt complexes. Donc on a fait réaliser une enquête avec Gata, et on a posé cette question, je ne sais pas si vous avez bien ici, donc dans l'encadré, et donc ce sondage révèle que 13% seulement des allocataires savent calculer eux-mêmes le montant de leur indemnité.
Et on tombe à 7% pour les personnes qui savent calculer la durée de leurs indemnités. Donc là, c'est sur l'ensemble, c'est sur un échantillon de 800 personnes, mais représentatif de tous les allocataires d'assurance chômage. On pourrait se dire que les personnes qui sont en activité, donc qui ont peut-être qui sont plus sensibles au choix de reprendre un emploi ou non, ou qui sont plus longtemps au chômage, puisque le fait qu'ils travaillent régulièrement au cours de leurs droits fait qu'ils peuvent recharger leurs droits et que finalement ils sont plus longtemps indemnisés, plus longtemps en contact, disons, avec l'assurance chômage, connaissent peut-être mieux les règles. Donc on a fait une enquête sur ces personnes-là en particulier, et finalement ça révèle on aboutit finalement à des conclusions similaires, puisque le rapport du CREDOC nous disait, donc c'est là, ça y est, je ne veux pas, voilà, c'est ça. Le rapport du CREDOC nous dit « Tourner vers l'emploi, ces demandeurs ne développent aucune stratégie destinée à équilibrer le bénéfice de l'indemnisation et le coût de la recherche d'emploi ». Donc finalement, on déduit de ces deux enquêtes que les règles sont mal connues et que globalement, en tout cas, en règle générale, une personne s'inscrit quand son contrat se termine et finalement on va rechercher un emploi, et que c'est plus la conjoncture ou la situation personnelle de l'individu qui jouera plus que les règles d'assurance chômage. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas du tout de situation où les règles ont un impact sur la reprise d'emploi ou sur d'autres comportements. Donc c'est ce qu'on va voir dans la suite. Donc là j'ai mis plusieurs exemples, je ne vais pas tous les commenter, je ne sais pas où j'en suis niveau timing. C'est bon. Alors je commencerai quand même que deux de ces points-là. Donc vous avez une liste d'effets, de règles sur la reprise d'emploi possible, elle n'est pas exhaustive, hein, mais plusieurs exemples, et une liste de situations où on peut observer une adaptation du comportement des demandeurs d'emploi aux règles d'assurance chômage. Donc la première que je vais commenter, donc ça va être un effet plutôt souhaité, qui a été plutôt encouragé par les partenaires sociaux, et le deuxième, l'anticipation de la retraite, on a un effet qu'on pourra qualifier plutôt de subi. Donc, première situation, donc c'est la prime, ce qui s'appelle la prime de reclassement. Donc ça a été instauré en 2015 pour une population particulière des allocataires. Donc pour les licenciés économiques qui ont choisi d'être suivis par le dispositif dit du CSP. Donc c'est une prime qui est attribuée sur demande aux personnes qui reprennent un emploi d'au moins 6 mois dans les 10 premiers mois. C'est une prime qui est égale à la moitié du reliquat du droit, mais en gros, en moyenne, c'est une prime de 6 600 € qui est versée en 2 fois. Et donc depuis la mise en place de cette prime, donc qui concerne 21% des entrants en CSP qu'on a observé depuis 2015, depuis la mise en place de cette prime, on a vu le taux de persistance au chômage, c'est-à-dire la part des personnes qui restent au chômage, qui est passé de 70% en 2014 à 61%. Donc on voit bien que la mise en place de cette règle a eu un effet sur la reprise d'emploi. Alors deuxième observation d'un phénomène qui lié à un comportement qu'on pourrait définir comme un comportement, c'est à l'anticipation de la retraite. Donc là vous voyez sur le graphique la répartition des ouvertures de droit suite à une rupture conventionnelle par âge. Et donc vous avez remarqué qu'il y avait un pic particulièrement important sur la fin. Donc, vous ne voyez pas l'abscisse, mais donc on a l'âge en abscisse. Et ce pic il se situe aux alentours de 58-59 ans, puisque la retraite est actuellement à 62 ans et que la durée du chômage au-delà de 55 ans, elle est de 3 ans. Donc c'est des personnes qui vont faire cette rupture conventionnelle en accord avec leur employeur, bien sûr, de façon à être au chômage jusqu'à la retraite. Donc c'est un phénomène qui n'est pas lié aux ruptures conventionnelles, on doit le préciser quand même, on l'observait déjà avant 2008, avant la mise en place de la rupture conventionnelle. Et c'est un phénomène on l'observe depuis longtemps, et les partenaires sociaux ont déjà cherché à corriger, disons, ce pic, en mettant en place une contribution dite de Lalande de 87 à 2008. Et donc ça a consisté à demander à l'employeur de verser une contribution de 3 mois de salaire brut pour tout licenciement de salariés de 55 ans ou plus. Après, elle a beaucoup évolué en toutes ces années. Mais elle a été finalement abandonnée en 2008
parce que il y a des effets pervers qui ont été observés sur l'emploi des seniors. L'emploi des seniors a baissé en raison de cette contribution. Les derniers points, donc c'est ce que je vous disais avant, il y a dans les règles, le choix est laissé plus souvent maintenant à l'allocataire entre plusieurs options. Donc j'en ai listé 3. Donc c'est par exemple suite à un licenciement économique, sous certaines conditions, l'allocataire peut être pris en charge par le dispositif du CSP. Donc ça consiste à avoir un accompagnement plus renforcé, un temps de remplacement plus élevé, pas d'être indemnisé tout de suite sans avoir un décalage avant le premier jour d'indemnisation. Donc plusieurs paramètres quand même assez différents de la règle normale, si je peux dire. Et donc soit on adhère à ce dispositif-là, soit on a des règles habituelles. Et là, 9 personnes finalement éligibles sur 10 optent pour ce dispositif. Une autre situation où on laisse le choix aux demandeurs d'emploi, c'est suite à la reprise d'un emploi. Certains allocataires, donc dans des situations particulières, peuvent soit reprendre leur ancien droit, qui était moins favorable, puis bénéficier du second, et finalement avoir un droit plus long, ou alors abandonner l'ancien droit qui était moins favorable et bénéficier de suite du droit plus avantageux. Donc là, c'est une vraie prise de décision à prendre pour le demandeur d'emploi, et ce qui lui demande de connaître bien les règles d'assurance chômage. Et dernier point, ça concerne les allocataires créateurs d'entreprises qui ont aussi le choix entre un droit normal, si je peux dire, ou de percevoir une aide égale à la moitié de son reliquat, d'avoir 2 versements d'une aide plutôt qu'un accompagnement sur le long terme. Conclusion. Donc voilà, finalement, on a d'un côté le non-recours au droit, le sentiment que la règle n'est pas très bien comprise, la crainte de la fin de droit, donc il y a tendance à faire plutôt baisser les coûts. Et d'un autre côté, une adaptation aux règles qui a tendance à faire augmenter les coûts. Il est difficile de savoir lequel l'emporte sur l'autre. Et force est de constater que dans la grande majorité des cas, finalement, l'allocation remplit l'objectif qui est assurer un revenu de remplacement après la perte d'un emploi et favoriser le retour à l'emploi. Et les effets qu'on peut observer, les effets de comportement, sont parfois négligeables par rapport à l'ampleur des effets de conjoncture. Pourtant, c'est vrai que dans certaines situations particulières, on peut en observer. Et donc la réponse à la question initiale, c'est oui. On prend bien en compte ces effets de comportement, que ce soit dans le chiffrage ou dans la détermination des règles, mais que c'est une estimation très complexe puisque plusieurs effets peuvent entrer en jeu et certains comportements ne peuvent pas se prévoir. Merci beaucoup. Je vous propose de passer maintenant directement la parole à Valérie Hallyday, qui donnera son point de vue de DRH sur le recrutement. Merci, je vais prendre la suite des interventions et pour autant je pense avoir un angle et une approche assez différent qui est le point de vue de l'entreprise. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est plus un témoignage d'expérience. On va être assez éloigné de la recherche, même s'il y a sans doute des enseignements à prendre des différents travaux de recherche qui ont été exposés ici. L'entreprise, en général, et en tout cas celles dans lesquelles j'ai eu l'occasion d'intervenir jusqu'à présent, ne se désintéresse pas du phénomène de chômage. C'est un premier constat. Et du coup, par rapport à cette table ronde et au sujet qui nous était proposé, il me semble que c'est intéressant de réfléchir à quel est le rôle de l'entreprise, quelles actions elle peut avoir, ou quelles actions peuvent avoir les entreprises en général par rapport au chômage. Donc bien sûr, je vous parlerai dans un deuxième temps de quelle action ou qu'est-ce qu'elle peut prendre en compte dans les politiques de recrutement. Mais avant de parler de ce que j'appellerais la partie curative par rapport au chômage, je pense que l'entreprise a un rôle très important à jouer en prévention. On peut faire des choses au niveau de l'entreprise pour éviter aux personnes de se retrouver au chômage. Donc
Le premier point sur ce volet préventif, c'est évidemment d'une grande banalité, mais la première responsabilité, le premier rôle de l'entreprise, c'est de créer et de préserver les emplois, donc sur un plan collectif. Mais sur un plan individuel aussi, le rôle de l'entreprise dans cet aspect préventif, c'est de favoriser le succès de ses employés, donc des nouveaux embauchés par exemple, en mettant en place des formations, un plan d'intégration, etc., qui vont permettre aux personnes qui rejoignent l'entreprise de réussir. Et puis ensuite, tout au long de ce qu'on appelle le cycle de vie d'un employé dans l'entreprise, c'est évidemment de favoriser son employabilité. Donc son employabilité au sein de l'entreprise, mais s'il advenait que cette personne quitte l'entreprise, on a aussi un rôle pour favoriser son employabilité en dehors de l'entreprise. Donc tout ce qui tourne autour de la formation, notamment des formations qualifiantes, certifiantes qui vont être reconnues sur le marché, ça fait partie des actions indéniables en prévention de ces situations de chômage. Tout ce qui est développement des compétences, mise à niveau technique, c'est une partie importante. Mais il y a aussi tout ce que j'appellerais le développement personnel, le coaching, la connaissance de soi, etc. Et ça nous permettra peut-être de faire le lien avec comment on peut accompagner des chômeurs dans leur recherche d'emploi, parce que ça me semble être un pilier très important de bien se connaître, de connaître ses forces, éventuellement ses points de progrès, et en tout cas de se développer personnellement, et ça sera sans doute des outils importants pour une personne qui se retrouve en situation de recherche d'emploi. Tous les dispositifs autour de bilan de compétences et tout ce qui tourne autour de la gestion des carrières, de la favorisation des mobilités au sein de l'entreprise sont également au cœur de l'employabilité des salariés. Je me permets aussi peut-être un propos un peu plus provocateur, c'est que je pense que c'est aussi le rôle de l'entreprise de stimuler ses employés, d'éviter de laisser les personnes dans des situations de confort, en tout cas d'aiguillonner un petit peu ces équipes pour favoriser les échanges avec le monde extérieur et ne pas rester en vase clos au sein de l'entreprise. Parce que je pense que c'est une façon de préparer aussi les équipes à l'éventualité d'une recherche d'emploi à l'avenir, parce que de toute façon ça ne doit pas être un tabou. Il est loin le temps où une personne faisait l'intégralité de sa carrière dans une même entreprise. Donc quel que soit le facteur qui déclenche et qui provoque le fait de quitter l'entreprise, c'est une réalité pour quasiment 100% du marché, enfin des personnes qui sont sur le marché du travail. Donc favoriser l'employabilité des salariés, c'est un rôle essentiel sur ce volet préventif. Il y en a un autre qui est un peu plus en amont, mais c'est qui est d'éviter un trop gros cloisonnement entre le monde éducatif de l'enseignement avant le passage dans la vie professionnelle. Donc tout ce qui concerne l'accompagnement de la transition entre l'école, les études et l'emploi, c'est aussi un espace dans lequel l'entreprise a un rôle à jouer. Donc très classiquement l'accueil de stagiaires, l'embauche d'apprentis, d'alternants, le développement de relations et de partenariats avec les écoles, avec les organismes de formation, c'est aussi un espace dans lequel l'entreprise peut s'investir pour favoriser l'emploi des futurs diplômés, par exemple. Dans l'entreprise où je travaille actuellement, on est également actif pour soutenir des associations qui préparent l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi, et notamment l'emploi de personnes qui viennent de milieux qui sont moins favorisés. Donc je les cite, mais c'est juste à titre d'illustration. On soutient par exemple l'association Télémac ou l'association Sport dans la ville, soit par un soutien financier, mais aussi par des tutorats ou des animations d'ateliers, de conseils, etc. Donc ça, c'est tout le volet préventif du rôle de l'entreprise par rapport au chômage. Il y en a un autre, mais qui est plus difficile à faire, c'est comment prévoir les emplois de demain, quels seront les besoins
en compétences des entreprises de demain. Donc ça, c'est facile à comprendre sur le papier, un peu moins facile à faire dans la réalité. Tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui peut s'entendre au sein d'une entreprise, mais dans un monde plus ouvert aussi, comment faire en sorte que les compétences dont on aura besoin demain seront bien disponibles sur le marché, et comment accompagner par exemple le corps éducatif à préparer ces emplois-là. Sur le mode plus, j'allais dire, curatif, parce que c'est une réalité, il y a beaucoup de gens qui sont en recherche d'emploi, donc c'est vraiment le cœur du sujet. Qu'est-ce que peut faire l'entreprise? Alors, d'abord, je ne veux pas ignorer, ce n'est pas un sujet tabou, l'entreprise est elle-même destructrice d'emploi, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais on est parfois en situation de provoquer des situations de chômage. Alors je pense que toutes les entreprises ne réagissent pas de la même manière par rapport à ces situations-là. Je sais que personnellement, dans mon expérience, on essaye d'accompagner au mieux ces futurs chercheurs d'emploi, même si c'est nous qui provoquons le fait qu'elles se retrouvent sur le marché de l'emploi, avec une attention particulière à des populations qu'on voit plus vulnérables, des seniors, des personnes qui ont peut-être des situations personnelles plus compliquées. Donc on essaye d'accompagner plus particulièrement, pour lesquelles on essaye justement d'éviter cette échéance fatidique. Et puis dans le cadre de départ individuel, par exemple, des dispositifs type outplacement, coaching, etc., peuvent en partie aider ou accompagner des futurs chercheurs d'emploi. Ensuite, la question, c'était aussi comment on prend en compte la situation psychologique et les comportements des chômeurs dans nos politiques de recrutement. Alors là, j'avoue que c'est pas si facile de répondre à cette question-là. D'une façon pragmatique, je pense que toutes les initiatives qu'on peut prendre en faveur de la diversité dans l'entreprise, de non-discrimination par exemple, contribuent à ces aspects-là. Donc on a une attention particulière aux chercheurs d'emploi qui sont en situation de handicap ou aux populations qui sont plus seniors par exemple, pour éviter de discriminer ces populations-là. C'est quelque chose qu'on peut faire. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre témoignage ensuite, parce que je suis sûre que l'entreprise peut contribuer aux actions d'une association qui aide les chômeurs à leur retour dans l'emploi. Et ensuite, dans les processus de recrutement eux-mêmes, c'est difficile. Alors j'ai bien entendu tout ce que vous disiez, et je peux témoigner qu'effectivement on voit des situations, des personnes qui sont en surconfiance ou en sous-confiance, donc on l'observe, on voit des personnes qui viennent en entretien qui manifestement sont en perte de confiance en elles, et qui sont donc effectivement pas en mesure de très bien valoriser leurs acquis, leurs compétences et ce qu'elles pourraient apporter. On en voit d'autres qui au contraire font preuve plutôt d'un excès de confiance. Alors, comme vous le disiez, elles sont peut-être plus à même de se vendre, mais se survendre, c'est pas non plus très vendeur. Donc le point d'équilibre, il n'est pas facile. Donc on observe ça en tant que recruteur, mais après c'est assez difficile de le factoriser ou de le prendre en compte dans une prise de décision de recrutement. On le voit, on l'observe, mais un processus de recrutement, c'est toujours un choix, et donc un renoncement, bien sûr, mais un choix entre plusieurs personnes. Donc il y a une analyse dans l'absolu, mais aussi beaucoup en relatif. Et donc c'est difficile de pondérer en fait ces facteurs-là de façon objective, ou en tout cas tangible, dans les décisions de recrutement. Donc si dans la salle, il y a des questions ou des suggestions sur ces aspects-là. En tout cas, moi, je suis preneuse, parce qu'on observe ça, mais c'est difficile de l'intégrer dans nos pratiques de façon concrète. Voilà. Vous avez aussi évoqué les situations de reconversion, des personnes qui cherchent un peu à changer de vie, au moins au plan professionnel.
Donc c'est vrai qu'on en voit régulièrement dans des processus de recrutement, mais là encore, avec cet aspect de comparaison et d'évaluation relative entre plusieurs candidats, c'est difficile de valoriser ou de survaloriser ou de discriminer positivement des personnes qui sont en reconversion, parce qu'elles ont assez logiquement quand même moins d'éléments très directement applicables pour un poste à pourvoir par rapport à d'autres candidats qui ont une expérience qui est plus en phase avec le besoin. Donc, d'une façon générale, l'entreprise a donc un rôle vraiment, je pense, important face au chômage, mais le point d'équilibre est ténu, enfin, n'est pas simple entre sa responsabilité sociale et sociétale et évidemment son objectif de performance. Donc au-delà des valeurs ou de la responsabilité sociale de l'entreprise, évidemment il y a toujours le pendant qui est la prise de décision, la recherche de performance, etc. Et puis je voulais aussi témoigner du fait que vu de l'entreprise, le recrutement reste un exercice extrêmement délicat. Et donc la prise de risque qu'une entreprise est prête à prendre est un facteur, et peut être un frein potentiel à ces politiques ou à ces volontés d'être un acteur plus important en fait sur cette question-là. Et toujours vu de l'entreprise, le paradoxe, mais vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas en pénurie d'emploi. Et c'est vrai que vu de l'entreprise, on se rend bien compte que le chômage reste élevé, mais le paradoxe, c'est qu'on a, nous, côté entreprise, nombre de postes qui restent non pourvus. Donc il y a l'adéquation offre-demande qui est une vraie question et peut-être un autre sujet de discussion. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Donc pour terminer cette succession de présentations, je vais passer la parole à Anne Casalis. Donc comprendre mieux le rôle de votre association, son activité, et puis peut-être on a souvent l'impression que les syndicats ne représentent pas forcément les demandeurs d'emploi. Et donc, est-ce que des associations du type de la vôtre peuvent avoir un rôle dans les négociations et dans la participation et la réflexion sur l'évolution des institutions? Merci. Alors, je voudrais commencer par dire quelque chose qui n'a pas encore été vraiment dit en tant que tel. C'est que pour une personne qui perd son emploi, le chômage, c'est quand même avant tout une grande catastrophe. Et ça va bien au-delà de la baisse des revenus. On est quand même dans une société où le chômage occupe une place centrale, où le travail occupe une place centrale. Avoir un travail, c'est avoir un salaire, mais aussi avoir un statut social, avoir un sentiment d'utilité, une place dans la famille. Et donc ne plus avoir de travail, c'est perdre tout cela. Donc c'est certainement une spécificité aussi française, parce que je pense que c'est peut-être moins le cas en Amérique du Nord, mais ça fait que le chômage s'apparente vraiment à un vide dans la construction de l'identité d'une personne. Et ce vide, il s'accompagne souvent d'une dérégulation des relations, c'est-à-dire que vraiment les relations amicales se distendent, les relations avec son ancien environnement professionnel se distendent aussi. Et nous, les personnes qui viennent nous voir, elles nous disent que ce qu'elles perdent en premier lieu, c'est ce lien social et c'est la confiance en soi. Et c'est très problématique puisque quand on cherche un emploi, on sait que c'est important de pouvoir compter sur un réseau, de pouvoir solliciter des entretiens pour avoir connaissance d'un secteur d'activité, pour s'entraîner aussi aux entretiens de recrutement, et puis tout simplement d'avoir des contacts, des connaissances. Au bout de 6 mois de chômage, on considère qu'une personne a perdu 50% de son carnet d'adresse, et au bout d'un an de chômage, en réalité, c'est la totalité. Donc l'objectif de notre association, Solidarité Nouvelle face au chômage, c'est de travailler vraiment sur ces deux aspects, sur la confiance en soi et sur le lien social. En fait, en France, on a des lacunes sur l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi, parce qu'on se centre trop sur le volet technique, opérationnel, on s'entraîne à passer des entretiens de recrutement, ce qui est bien, évidemment, mais ce qui ne suffit pas. Et on a tendance à négliger justement tout le volet psychologique et le fait qu'une personne, ce dont elle a besoin avant tout, c'est un suivi humain, personnalisé, le sentiment d'être considérée. Et d'ailleurs, l'étude que Marie-Claire Vival évoquait tout à l'heure est assez intéressante, je trouve. Vous
États-Unis, puisque ça montrait que juste en recevant 7 mails, les personnes ont le sentiment d'être considérées. Donc on peut aller beaucoup plus loin avec une personnalisation, avec une vraie relation humaine avec les bénévoles. Et donc nous, c'est ce qu'on met en place. On fait vraiment sur mesure. On ne veut pas mettre les personnes dans des cases. On s'adapte à leur situation, à leurs attentes, et on avance pas à pas. C'est une méthode qui produit de bons résultats, puisque après un accompagnement de 9-10 mois en moyenne, 2 personnes sur 3 retrouvent une solution positive. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de notre méthode, mais quand même dans les grandes lignes, comment ça se passe quand une personne arrive chez nous. La personne en recherche d'emploi est mise en relation avec un binôme de bénévoles, c'est toujours 2 bénévoles, et ça va rester les mêmes personnes pendant toute la durée de son accompagnement. Donc ça permet de créer vraiment un lien de confiance, de se connaître. Et le rôle de ce binôme, en premier lieu, c'est d'écouter. C'est de libérer la parole, parce que les gens n'ont pas cet espace de parole auprès des institutions qui sont souvent débordées, et elles n'ont pas cet espace de parole non plus dans leur sphère familiale, auprès de leurs proches, parce qu'il y a trop d'affect. Donc vraiment, les chercheurs d'emploi ont besoin de ce regard neutre, bienveillant, pour être écoutés et pour faire le deuil de leur ancienne vie professionnelle. Parce qu'on se rend compte que le chômage, c'est ça aussi, c'est dans un premier temps être capable de faire le deuil de son passé professionnel pour pouvoir à nouveau se projeter et à nouveau construire. Donc une fois que cette étape-là est franchie, on travaille progressivement avec la personne sur la reconstruction d'un projet et sur les outils à mettre en place pour cela. Donc les rencontres ont lieu assez régulièrement, c'est en moyenne toutes les 2 semaines, et ça se passe plutôt de manière non institutionnelle. On veut vraiment jouer sur la convivialité et redonner aussi de l'optimisme aux personnes. Les bénévoles de notre association sont formés et ils appartiennent tous à un groupe de solidarité. C'est un groupe d'une 12aine de personnes. Ça permet d'avoir plus de ressources, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent une fois par mois, en soirée en général, et ils débriefent ensemble de leurs accompagnements en cours pour trouver plus d'idées ensemble. C'est vraiment un principe d'intelligence collective. Alors maintenant, ce que je voudrais attirer votre attention sur le titre de cette table ronde qui s'appelle « Dans le cerveau d'un chercheur d'emploi et non pas dans le cerveau d'un chômeur ». Ça fait plusieurs années que Solidarité Nouvelle face au chômage milite pour un changement sémantique, puisque le mot chômeur est vraiment discriminant et le terme de chercheur d'emploi est beaucoup plus positif et surtout beaucoup plus juste en fait, hein, ça reflète beaucoup mieux la réalité. Donc voilà, je me réjouis que les journées de l'économie puissent justement intégrer cette sémantique et portent aussi ce changement dans les mots qui nous semble vraiment fondamental. Donc nous, un de nos objectifs, c'est de lutter justement contre les idées reçues hein, sur les personnes en recherche d'emploi. On se rend compte qu'il y a un discours ambiant qui est quand même très stigmatisant. On l'a vu hein, ces dernières semaines dans certaines déclarations politiques, dans les médias aussi. On a tendance à considérer finalement qu'une personne en recherche d'emploi, elle est responsable de sa situation de non-emploi. Et que si elle y reste, c'est aussi parce qu'elle le veut bien et qu'en fait, il y a une part de choix. Ça ne correspond pas tellement à la réalité que nous on connaît en fait, hein, puisque les personnes qui viennent vers nous, elles nous disent à quel point c'est un parcours du combattant de chercher un emploi. Et surtout, c'est une période où on se sent vulnérable et finalement c'est le moment où il faut être capable de se vendre, de se montrer extrêmement combatif, d'avoir confiance en soi. Nous, le sentiment de surconfiance qui a été évoqué tout à l'heure, très sincèrement, on le rencontre à la marge. Alors, pour faire connaître ce vécu, ce quotidien des chercheurs d'emploi, on a mené une étude avec un sociologue qui s'appelle Didier Demazière en 2015, qui est très intéressante. Et les 2 enseignements principaux, c'est que le chômage, c'est vraiment une course de fond et qui s'effectue totalement à l'aveugle. C'est-à-dire qu'une personne qui fait des démarches de recherche d'emploi, elle n'a jamais de retour sur ce qu'elle fait. Il n'y a pas de signaux pour lui dire ça c'est bien, ça c'est moins bien, là il faudrait ajuster. Non, on n'a pas de retour, on avance un peu dans le brouillard. Et ça c'est très très décourageant. Donc le découragement, il est forcément présent dans une période de recherche d'emploi. Mais il n'y a pas d'un côté des chômeurs découragés et de l'autre des bons chômeurs, des chômeurs actifs, ça ne marche pas comme ça en fait. C'est vraiment des phases. Il y a des phases de découragement et puis des phases où on retrouve un élan. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième qui en découle, c'est que quand on est au chômage, l'enjeu principal, c'est pas tellement d'être actif dans ces démarches, c'est d'être capable de tenir dans la durée et de résister à ce découragement. Parce qu'en fait, rechercher un emploi, il n'y a pas de limite. On peut le faire absolument toute la journée, il n'y a aucune limite. Et d'ailleurs, je voudrais vous citer un témoignage qui me semble assez fort, d'une jeune femme qu'on a accompagnée et qui nous disait « Le problème avec le chômage, c'est qu'on y est tout le temps.
On ne rentre pas le soir en se disant « Tiens, j'ai fini ma journée de chômeuse, je peux me détendre et penser à autre chose ». Si je prends 5 jours de vacances, impossible de penser à autre chose. Le repos, on n'y a droit que lorsqu'on le gagne par son travail. Donc finalement, la soi-disant liberté du chômage, dont on a entendu parler, c'est une liberté par défaut, et on est d'autant plus libre que lorsque c'est sur la base d'un travail. Donc effectivement, pour répondre à la question de Marie-Pierre Vival, notre objectif, c'est que les chercheurs d'emploi soient davantage représentés, davantage écoutés. Aujourd'hui, il y a un déficit de représentation qui est criant, c'est-à-dire que les chercheurs d'emploi sont quasiment 6 millions, si on prend toutes les catégories confondues, et qu'aux personnes en catégorie A, on ajoute aussi toutes les personnes en situation de sous-emploi, ou en contrat précaire qui alternent emploi-chômage, on arrive à 6 millions. Et 6 millions, c'est quand même 3 fois le nombre d'agriculteurs, c'est autant de personnes fonctionnaires ou agents de l'État, donc c'est vraiment une grande partie de la population française, et pourtant on ne les entend pas, c'est une masse très silencieuse. Donc ça s'explique par plusieurs choses. Alors il y a l'autocensure, donc ça rejoint ce que je disais précédemment sur le fait qu'on se sent seul, on se prive soi-même de son droit à la parole. Et puis après il y a des facteurs aussi beaucoup plus politiques. Il y a le fait qu'en France on s'est habitué au chômage de masse, on est résigné. Ça fait 30 ans que ça dure finalement, donc on est un peu habitué aussi à ce que l'emploi ce soit un débat d'experts. La société civile finalement a l'impression peut-être de ne pas être suffisamment technicienne pour rentrer sur ces sujets, et c'est un petit peu aussi habitué à ça. Il y a aussi une forte résistance au changement. On a un marché du travail qui est extrêmement dual, avec 70% de la population active qui est en emploi relativement protégé, en CDI, et 30% de personnes qui sont plutôt justement plus fragilisées, dont l'emploi est plus temporaire, avec des mobilités fréquentes. Il y a aussi le fonctionnement effectivement du dialogue social qui fait que les partenaires sociaux sont quand même plus focalisés sur les conditions d'emploi et de rémunération des personnes qui sont en emploi, plutôt que sur effectivement la situation des chercheurs d'emploi. Donc pour finir, nous on essaie de trouver des solutions évidemment, c'est notre rôle, c'est le rôle des associations, et ce qu'on propose, c'est qu'on consulte les personnes en recherche d'emploi. Par exemple, l'État pourrait tout à fait lancer des consultations de personnes en recherche d'emploi avant d'engager une réforme. Avec les outils numériques, c'est quand même relativement accessible. Et d'ailleurs, c'est une expérimentation qu'on mène en ce moment, nous, SLC, avec Pôle emploi, qui est tout à fait partie prenante de ça, sur des thèmes comme la santé, la formation, l'indemnisation du chômage. En fait, on a une plateforme qui permet de recueillir des avis assez facilement. Et puis pour finir, on milite pour un dialogue social élargi, c'est-à-dire qu'on pense qu'on gagnerait vraiment sur le sujet de la création d'emplois, de la lutte contre le chômage, à mettre tout le monde autour de la table, les élus, les associations, les institutions, les chercheurs d'emploi, et à avoir vraiment un dialogue qui sorte au maximum de l'idéologie et des résistances pour essayer de trouver des solutions constructives. Alors, il nous reste à peu près un quart d'heure pour prendre les questions. Malheureusement, heureusement, il y a eu énormément de questions. Je vous en remercie. Malheureusement, on ne va pas pouvoir les traiter toutes. Je vais essayer de synthétiser pour garder une ou deux questions à chacun. Je vais recommencer par redonner la parole à André Silberberg pour 2-3 questions qui sont arrivées te concernant peut-être plus précisément. Tu as insisté sur l'importance de voir le chômage comme un ensemble de flux. Mais est-ce que ça a du sens pour des demandeurs d'emploi de très longue durée, qui eux vont rester dans le stock très longtemps? Et puis une deuxième question sur le salaire. Est-ce que le salaire, c'est le point déterminant de la recherche d'emploi, en tout cas de l'acceptation ou de refus d'une offre d'emploi? Est-ce que c'est vraiment la variable centrale? Oui, alors le chômage de longue durée, la dernière intervenante l'a souligné, c'est une spécificité de quelques pays. Ce n'est pas dans tous les pays où on a des chômeurs de longue durée. C'est très différent d'être suisse, par exemple, et de savoir que la durée moyenne du chômage, c'est quelques semaines, 2 mois, ou un danois, c'est 3 mois, je crois.
Et en France, je ne sais plus exactement, je me dis que vous savez ça beaucoup mieux que moi, ça doit être c'est plus d'1 an la moyenne du chômage. Donc on a vraiment une spécificité qu'on partage avec quelques autres pays du sud de l'Europe, d'avoir un volant important de chômeurs de longue durée. Alors je n'ai pas du tout parlé de ça pendant mon intervention. Effectivement, et le traitement des chômeurs de longue durée, il est spécifique. Je crois que la dernière intervenante l'a très bien souligné. Ils ont effectivement des problèmes très particuliers de perte de confiance en soi, de perte de capital humain tout court. Donc là, il faut mettre en place des politiques très spécifiques sur le chômage de longue durée. Ça nécessite d'avoir des politiques très ciblées en général, de savoir spécifiquement quels sont les publics qu'on veut atteindre. Ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup de monde en général sur ces personnes-là, les accompagner de manière efficace. Et ça veut peut-être dire aussi avoir un système de gestion des autres types de chômeurs qui, eux, ont plus de facilité pour trouver un emploi, de se débrouiller pour qu'ils sortent plus vite, ceux-là, du chômeur, pour pouvoir transférer les ressources vers les chômeurs qui en ont le plus besoin, effectivement. Parce que les politiques de formation sont relativement inefficaces en France parce qu'elles ne sont pas assez ciblées, tout simplement. On va dépenser beaucoup d'argent de manière non spécifique, alors qu'il vaudrait mieux dépenser la même somme d'argent sur des publics très particuliers. On sait qu'il va falloir les former longtemps, les accompagner longtemps, et ce genre de politique, on verra avec la formation, la réforme en particulier de la formation professionnelle, est-ce que c'est la direction qu'on prendra. Donc en tous les cas, en France, on a un gros problème effectivement de chômage de longue durée, et à mon avis, des politiques qui ne sont pas adaptées pour l'instant à traiter ce genre de problème. La deuxième question, c'était sur le salaire, je crois. La question étant, je ne sais plus quelle était la question. Dès qu'on accepte qu'on refuse un emploi à la recherche de l'emploi, est-ce que c'est essentiellement le critère salaire? Est-ce que c'est bien d'autres variables? C'est plus complexe que ça? C'est plus complexe que ça, mais ça c'est facile comme réponse. Dans la définition de l'offre d'emploi raisonnable, sauf erreur de ma part, vous avez le droit de refuser une proposition ferme qu'on vous fait si, je crois que les 6 premiers mois, vous êtes en dessous de 90% de votre dernier salaire. Donc ça fait, c'est quand même un critère très... c'est après 2 refus d'offres d'emploi. Et ça doit correspondre aux critères de profil de l'avancement et des choix de la. Vous m'avez pris la suite de mon intervention. Non. Non, il n'y a pas de mal. Je disais qu'en France, on a une définition très contraignante, parmi lesquelles il y a effectivement les critères que vous évoquiez, et aussi le critère du salaire. Le critère du salaire, il est contraignant, puisque c'est 90% du dernier salaire les 6 premiers mois, ensuite on va tomber à 85%, mais ça reste des niveaux élevés. Donc sur le papier, effectivement, le salaire a l'air d'être un obstacle. À ma connaissance, je ne suis pas sûr que ça soit vrai en pratique. Peut-être à l'UNEDIC ou dans d'autres les associations, peut-être plus de choses à dire là-dessus, parce que le critère, justement, de l'emploi raisonnable n'est quasiment pas appliqué, en réalité. Donc, ça reste très théorique. Je pense que le salaire... Enfin, on a des études, quand même, relativement précises. C'est qu'est-ce qui se passe lorsque vous arrivez en fin de droit. Okay. Quand vous arrivez en fin de droit, il y a une étude qui a été faite sur la France, qui est très souvent citée, on voit que vers les fins de droit, vous avez d'un seul coup un pic de sortie du chômage. C'est-à-dire que il y a plusieurs explications possibles, une d'elles étant qu'il y a sûrement
une dimension un peu stratégique là-dessus. On attend d'être en fin de droit, et puis à ce moment-là, on prend ceux qui le peuvent. Attention, hein, ceux qui le peuvent prennent les emplois qui leur sont les plus adaptés. Et la même étude, elle montre que c'est vrai en moyenne, mais que si on essaye de distinguer ceux qui avaient avant des revenus élevés de ceux qui, avant, quand ils sont rentrés au chômage, avaient des revenus plutôt faibles, ils n'ont pas le même comportement. C'est-à-dire que ce comportement-là s'applique plutôt aux gens qui ont des revenus élevés. Et que les gens qui ont des revenus relativement bas, ils n'ont pas cette opportunité. C'est-à-dire que pour eux, il y a effectivement un problème de trouver des emplois qui leur correspondent. Et ça rejoint, je crois, ce que j'avais dit au départ, c'est que si ceux qui peuvent sortir rapidement du chômage, ceux qui sortent du chômage en fin de droit, et on voit qu'ils ont des comportements plus ou moins stratégiques pour atteindre la fin de droit, c'est quelque chose qui n'est pas optimal pour la société. Pour la société, ces personnes-là doivent sortir beaucoup plus vite du chômage, et l'argent qu'on peut récupérer, il faut le consacrer aux gens qui ont le plus de besoins pour les former et leur faire retrouver ensuite un emploi plus adapté à leurs compétences. Merci. Je vais maintenant adresser quelques questions à Guy Moulin. En particulier, comment améliorer la connaissance des règles d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi? Et deuxième question, comment améliorer la formation des conseillers en matière d'accompagnement, de façon à ce que leur aide puisse être plus efficace en matière d'accompagnement des transitions? Alors, sur la première question, effectivement, c'est une autre des missions de l'UNEDIC, c'est de faire comprendre les règles d'indemnisation. Pour ça, il y a un site internet sur lequel un certain nombre d'informations sont listées, sont données, de façon à ce que ces règles soient mieux comprises. Il y a un travail qui est fait aussi sur la simplification des règles d'assurance chômage, puisque comme elles évoluent en permanence et qu'elles sont issues de négociations, elles peuvent paraître complexes, mais il y a un travail qui est fait pour les simplifier. Mais je reviens peut-être sur l'enquête qu'on avait réalisée. C'est intéressant de voir que finalement, à la question « Vous avez fait totalement confiance au calcul de Pôle emploi, donc pour le calcul de l'indemnité et de la durée », finalement, 83% des personnes interrogées répondent que oui, elles ont fait totalement confiance, et 29% ont essayé de comprendre vaguement par leurs propres moyens. Finalement, c'est peut-être pas tant les règles qui sont compliquées, mais que... Elles n'ont pas le choix. Ça veut dire qu'elles n'ont pas le choix. C'est exactement le type de... Les personnes n'ont pas le choix parce qu'elles ne connaissent pas les règles et que les règles sont compliquées. Je suis désolée, mais quand vous parlez entre vous, c'est un langage extrêmement technique. Je me suis penchée avec pas mal de personnes sur la convention d'assurance chômage, puisqu'on est allé au Conseil d'État pour cette convention d'assurance chômage, qu'on a gagné, mais c'était vraiment très difficile, parce qu'il a fallu apprendre votre langue, pour parler entre vous. Et vous comprenez, peut-être pas tous d'ailleurs, parce que je me demande si tous les partenaires sociaux autour de la table comprennent les règles. Et même des parfois, vous faites des erreurs. Pourquoi? Parce que quand vous parlez des droits au chômage, vous ne les citez même pas. Vous dites qu'aujourd'hui, les personnes ont le choix entre une assurance chômage qui serait moins forte et une autre qui serait plus forte, ce qui est en fait le droit d'option des droits rechargeables. En fait, là, pour le coup, vous avez essayé d'être compréhensibles tous, partout. Mais de fait, ces droits rechargeables là, s'il y a aujourd'hui un droit d'option, c'est pas grâce à vous, c'est grâce aux associations qui se sont battues parce qu'à cause des droits rechargeables, vous avez des gens qui se retrouvent dans la misère totale. Effectivement, j'aurais pu retracer l'historique des droits rechargeables, mais je ne l'ai pas fait. Mais je suis d'accord avec cette intervention. Et par contre, c'est vrai que sur le site internet, il y a de plus en plus d'informations le plus simple possible pour rendre les règles accessibles à tous. Donc, je voudrais maintenant passer la parole à Valérie Lelde. Vous avez évoqué des dispositifs d'accompagnement des salariés, ou des transitions des salariés. Vous parlez du point de vue de grandes entreprises. La plupart des PME n'ont pas la possibilité de mettre en place ce type d'accompagnement. Donc comment est-ce que vous voyez l'effet de la taille de l'entreprise dans ce type de dispositif? Et puis deuxième petite question rapide, vous avez évoqué le problème des personnes en reconversion en disant, bon, de fait, ayant moins d'expérience que d'autres, on ne va pas leur donner la priorité.
est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer justement à l'inverse de la discrimination positive et dire ces personnes-là ont fait un effort particulier de formation et donc est-ce qu'il ne faudrait pas leur donner un avantage pour essayer de compenser cet investissement ou encourager en tout cas l'investissement dans la reconversion? Alors la première question sur l'effet de la taille des entreprises sur la capacité de l'entreprise à accompagner ses salariés. J'entends bien le point de dire que oui, dans les grandes entreprises, il y a peut-être plus de moyens, des ressources plus étoffées, des vrais services RH, ou des services de formation interne, ou des universités d'entreprise, etc. Donc je partage ce point de vue. Et en même temps, moi aussi, j'utilise cette expression. Je ne suis pas sûre que le critère de taille soit vraiment ce qui fasse la différence. Je pense que c'est plutôt l'importance donnée au facteur humain, la volonté de l'entreprise d'être proactive sur ces sujets-là et sur cette responsabilité-là. Parce que c'est pas forcément uniquement lié à la taille et donc aux ressources. Et je pense que même dans des PME qui ont ces valeurs ou cette culture-là, on peut agir et être actif dans l'accompagnement des salariés indépendamment des ressources ou de la taille des équipes qui sont dédiées à ces fonctions-là. Donc, certes, je partage en partie le point de vue, mais je pense que ce serait réducteur de penser que c'est binaire, grande entreprise d'un côté, petite entreprise de l'autre, et je ne voudrais pas qu'on s'en tienne à cette seule dichotomie. Et l'autre question ou l'autre suggestion, c'est celle de la discrimination positive vis-à-vis des personnes en reconversion. Très sincèrement, à titre personnel, j'y suis complètement ouverte. C'est après des choix à faire. Et peut-être qu'il y aurait une expérimentation à faire de ce point de vue-là, parce que c'est sûr que quelqu'un qui fait cet investissement-là, de se former, de se préparer à une nouvelle vie, a certainement une motivation décuplée et une volonté de prouver qu'elle a fait le bon choix et qu'elle peut démontrer sa valeur. Donc pourquoi pas, enfin, voilà, je pense que c'est effectivement une bonne piste et peut-être quelque chose à expérimenter sur quelques cas concrets permettant de démontrer le succès de ce type d'initiative-là. J'ai rien d'autre à dire, si ce n'est qu'évidemment, il faut que ce genre de décision soit prise à l'échelle d'une entreprise, ou en tout cas partagée, pas seulement évidemment par le ou la DRH, mais partagée par les managers ou les personnes qui accueillent ces personnes dans leur département. Mais force à nous après de convaincre nos collègues de faire ce pari-là, dont je suis sûre qu'il serait positif effectivement. Merci beaucoup. Et puis enfin, Hélène Casalis, peut-être une question sur la complémentarité de vos interventions avec celles de Pôle emploi. Est-ce qu'il y a des partenariats avec Pôle emploi? Est-ce qu'il y a des actions communes? Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu aussi comment se forment les accompagnateurs qui sont bénévoles dans votre association? Alors nous, on est vraiment dans une logique de co-construction avec Pôle emploi. On participe depuis plusieurs années au comité de liaison, à la fois au niveau national et au niveau départemental. Ce sont des organes qui permettent de réunir à la fois des associations de chômeurs et donc des membres de la direction de Pôle emploi pour essayer de travailler ensemble sur les dysfonctionnements qui sont relevés, ce que Pôle emploi appelle les irritants, et essayer d'améliorer les pratiques de l'institution. Donc ça produit des résultats qui sont assez intéressants. On a par exemple travaillé sur le remaniement de tous les courriers, des courriers qui étaient écrits plutôt par des services juridiques et qui avaient besoin d'être un petit peu arrondis. On a travaillé sur le virage numérique de Pôle emploi, on a vraiment été associés à la démarche. Donc on trouve ça très intéressant et la plateforme Expression dont je parlais tout à l'heure est justement soutenue par Pôle emploi qui montre une véritable envie de faire remonter la parole des chercheurs d'emploi du terrain. Donc ça, on pense que ça va dans le bon sens, il faut continuer, il faut qu'on aille encore plus loin, mais en tout cas c'est déjà des choses positives. Alors sur le volet formation de nos bénévoles, hein, c'était ça votre question, on a effectivement un programme de formation qui comprend 8
8 modules, avec surtout les 3 premiers modules qui sont vraiment importants à suivre dans un premier temps pour démarrer l'accompagnement et qui donnent des outils pour aider de manière, l'aide relationnelle en fait, puisque c'est vraiment ça qu'on pratique à SNC. Et donc effectivement, les chercheurs d'emploi sont bien accompagnés parce que nos bénévoles aussi sont préalables formés. Excusez-moi, est-ce que je peux juste faire un tour là, moi j'aimerais témoigner parce que je suis un chercheur d'emploi. J'aimerais un peu de mon cerveau. Et je dirais que ça tombe bien parce que la conférence est vraiment bien faite, je suis quelqu'un qui correspond parfaitement. Je rencontre M. Chandler de SNC la semaine prochaine. J'ai rencontré quelqu'un de Biopérieux à un salon du handicap. Je viens de finir le livre sur Sunshine et tout à l'heure sur les nudges. Je suis évidemment indemnisé en ce moment depuis 1 mois et demi, enfin depuis 1 mois par l'UNEDIC, et je connais un petit peu le concept des flux du chômage. Donc je suis un petit peu dans le truc. Et c'est vrai que moi je suis plutôt un chômeur de haut niveau, on va dire. Hein. J'ai fait des grandes études, etc. Des grands, entre guillemets, des études, pardon. J'ai fait des études. Et j'ai beau savoir tout ce que je sais sur les nudges, sur machin, etc. Ça n'empêche pas ce que Mme Casalis a dit, je ne vous écarte pas votre nom, j'espère, sur le vide. C'est vrai qu'on ressent un vide énorme. Moi j'étais en activité professionnelle avant, et on ressent un vide énorme. Et ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on disait sur le chômage dans les pays nordiques et des pays on va dire plutôt latins. C'est peut-être qu'en France, on est un pays, pour reprendre les travaux de Speed, le pouvoir hiérarchique est très élevé. C'est-à-dire que les gens qui sont en emploi ou les entreprises ont un pouvoir qui est énorme. Et vu qu'on est dans une société française, on va dire la distance dans le pouvoir est très élevée, on a du mal à se faire confiance. Et moi je pense que c'est là un petit peu le problème, c'est la frilosité parfois des entreprises comme des chômeurs à se faire confiance et à dire allons-y. On essaye banco pendant 15 jours, 3 semaines ensemble, et est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Et vous voyez, moi je suis chômeur pas longtemps, et pourtant je rencontre pas mal d'entreprises, et je leur propose, allez-y, on essaye. 2 semaines, 3 semaines, on voit ensemble que ça fonctionne. Et ben, non, il n'y a pas ce. On parle beaucoup de confiance, de surconfiance des chômeurs, de chômeurs, mais il n'y a pas la notion de se faire confiance ensemble. Et moi, c'est surtout ça qui me manque, je trouve qu'il n'y a pas cette confiance ensemble. Merci monsieur, je pense que c'était une très belle intervention. Il y a eu une des questions qui disait pourquoi vous n'avez pas invité de demandeurs d'emploi. Écoutez, je suis ravie que vous ayez pris la parole. Et ça... Merci beaucoup à tous pour toutes les questions. Désolée encore une fois de ne pas pu avoir traité toutes les questions que vous avez évoquées. Certains ont évoqué des questions de discrimination, des questions de contrat à durée déterminée ou indéterminée, etc. On n'a pas le temps d'aborder tout en 1 heure et demie. En tout cas, merci à nos intervenants et merci à vous pour votre participation.